Bienvenue. Soyez les bienvenus sur le plateau du direct de l'assurance maladie depuis Santexpo 2026. Tous acteurs du système de la soutenabilité du système de santé, vous le savez, c'est le leitmotiv de nos 3 journées d'échange ici sur le salon. La fraude à l'assurance maladie va être au cœur de notre prochaine session. Quel levier pour se prémunir et agir collectivement? C'est la question que je vais poser, question centrale, à Marc Scholler, directeur comptable et financier de la Caisse nationale d'assurance maladie. Bonjour Monsieur Scholler. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dresser un rapide panorama de ce que représente la fraude à l'assurance maladie? Tout à fait. Alors la fraude à l'assurance maladie, elle recouvre des réalités qui sont très variables, qui peuvent aller de la fraude isolée, opportuniste, de quelques acteurs qui cherchent à détourner le système sur des petits coups un peu opportunistes, à de la fraude qui est beaucoup plus organisée, beaucoup plus structurée. Et c'est ce qui nous inquiète le plus dans le développement de la fraude actuelle et un terrain sur lequel on est extrêmement mobilisé. En termes de chiffres, puisque c'est un sujet qui nourrit depuis de nombreuses années le débat public, on est sur un montant de détection de fraude stoppée en 2025 qui est de l'ordre de 723 millions d'euros. C'est 3 fois plus que ce qu'on avait détecté 5 ans auparavant. Et puis ce qui est important aussi, c'est qu'on a un préjudice évité. Donc ça, c'est des fraudes qu'on stoppe avant qu'elles aient un impact financier sur nos fonds, qui est de 286 millions d'euros. C'est 5 fois plus que les résultats qu'on avait il y a quelques années. Alors après, j'aimerais bien casser quelques idées un peu préconçues, des idées reçues sur la fraude. C'est que la fraude à l'assurance maladie, ce n'est pas une fraude d'assuré. On a souvent cette image, et c'est celle qui est le plus véhiculée dans le débat public. La réalité, c'est que l'essentiel de la fraude à l'assurance maladie, c'est une fraude de professionnels de santé. Alors une minorité d'entre eux, mais c'est une fraude qui est extrêmement significative. À peu près 70% des montants qu'on détecte sont des fraudes de professionnels de santé. Et c'est très variable, hein. Ça va de, là encore, fraude un peu opportuniste, donc des actes qui sont surfacturés, c'est-à-dire qu'on facture un peu plus que le coût réel de l'acte qui a été réalisé, ou alors des actes qui sont inutiles, à des logiques d'actes fictifs, donc là où on facture des actes qui n'ont pas eu lieu, et donc qui créent des préjudices parfois de façon industrielle, beaucoup plus significatifs. On a eu le cas, en réalité, c'est des fraudes qui ont augmenté depuis le Covid, avec des fraudes de tests sur des tests antigéniques, des fraudes de centres de santé, des fraudes à l'audioprothèse, qui représentaient chaque année plus d'une centaine de millions d'euros. Et là, c'est des logiques qui sont très particulières, puisque c'est vraiment parfois des parasites du système qui viennent s'y greffer dans une logique financière. Une fraude qui est plus organisée, plus numérique également? Alors tout à fait, et c'est bien le point, c'est que, alors je disais que je souhaitais casser une idée reçue. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de fraude d'assurés, il y a quand même des fraudes d'assurés. Et d'ailleurs en volume, il y a plus de fraudes d'assurés que de fraudes de professionnels de santé. Et c'est souvent des fraudes qui utilisent les nouveaux moyens technologiques. On va acheter un faux arrêt de travail sur Internet, on va modifier une prescription médicale pour obtenir des médicaments qui ne sont pas justifiés. Donc ça, c'est ce que je qualifie de fraudes qui sont des fraudes individuelles et un peu artisanales. Mais aujourd'hui, on voit des schémas qui sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus organisés. Pourquoi? Parce que la force de notre système de santé, c'est son universalité, le fait qu'on gère des fonds massifs qui sont payés très rapidement. Le système de santé a été organisé pour avoir des flux rapides, puisqu'en fait, on a face à nous des gens qui ont des besoins de santé qui doivent être traités rapidement, donc qui correspondent aux besoins qui ont été établis. Mais derrière, avec des opportunités financières qui ont été identifiées par les fraudeurs, puisqu'on gère un peu plus de 250 milliards d'euros chaque année. Et donc, quelques exemples, hein, les centres de santé sont, et notamment les fraudes de santé qu'on a pu détecter cette année, à plus d'une centaine de millions d'euros, sont des fraudes qui sont directement liées à des fuites de données qui ont pu avoir lieu sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand vous recevez un mail qui vous dit bah, tiens, telle société a été hackée et du coup, une partie de vos données personnelles ont fuité. Ça peut conduire à des usurpations d'identité qui sont utilisées par les fraudeurs. Alors là, c'est le cas des centres de santé, c'est aussi le cas de centres d'audioprothèse qui ont mis en place des mécanismes qui leur permettent de facturer des soins qui n'ont pas lieu, qui n'ont pas eu lieu, au détriment des assurés, au détriment de la collectivité. Et donc ça, c'est le premier point. C'est comment finalement ces nouvelles technologies, ou plutôt ce contexte de numérisation croissante, d'automatisation des flux,
est aussi tiré à profit par les fraudeurs. Et on a également de plus en plus de fraude qui passe par les réseaux sociaux et qui peut prendre une dimension assez catastrophique, mais assez révélatrice finalement de la société. C'est qu'on a aussi des recrutements sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de personnes qui vont vendre leurs droits, qui vont participer et rentrer dans des schémas frauduleux sans le savoir, ce qu'on appelle des mules. Vous savez, les mules qui participent à du trafic de drogue. On a un peu la même chose sur la fraude. On a parfois des assurés qui prêtent leur identité ou qui rentrent dans un schéma pour aller chercher des médicaments qui sont ensuite remis contre rétribution. On a aussi le cas pour des arrêts maladie. Donc on a un peu tout ça qui s'est modifié ces dernières années. Alors évidemment, avec un positionnement nous concernant d'une part d'hypervigilance par rapport à ces schémas. Ça veut dire qu'on a des résultats qui augmentent, et j'y reviendrai par la suite, mais on est toujours humble sur le contexte, qui est un contexte en réalité extrêmement agressif et par ailleurs créatif de la part des fraudeurs qui sont en observation continue de notre système et de la façon avec laquelle ils pourraient en tirer profit et le détourner. Des moyens technologiques en plus et des moyens humains renforcés. Alors justement, vous évoquez les résultats à l'instant. Les résultats de la lutte contre la fraude par l'assurance maladie sont en nette augmentation depuis plusieurs années. La presse s'en fait régulièrement l'écho. Comment est-ce que c'est parce qu'elle se développe? Est-ce que c'est lié à un renforcement, à l'utilisation de nouveaux moyens? Comment est-ce que vous expliquez ces résultats? Le premier sujet, et je le dis, alors ça va paraître un peu contradictoire avec humilité, c'est qu'en réalité on détecte beaucoup mieux qu'avant. Et si on détecte beaucoup mieux qu'avant, c'est qu'on a recruté ces dernières années un peu plus de 15% d'effectifs en plus sur la lutte contre la fraude. Donc c'est 1700 collaborateurs avec des compétences extrêmement variées, extrêmement riches, data scientists, professionnels de santé, juristes, enquêteurs judiciaires. Donc on a globalement un écosystème qui fonctionne avec évidemment notre réseau, puisqu'on a une organisation loco-régionale, aussi des partenaires extérieurs avec les forces de l'ordre, les forces de justice, d'autres institutions. Donc cette partie humaine est extrêmement importante. On a aussi considérablement renforcé nos moyens informatiques et on a été doté de pouvoirs complémentaires donc, qui nous permettent d'être plus efficaces. Mais on voit qu'on a des nouveaux schémas de fraude qui évoluent constamment. Qui ne nous permettent pas non plus de nous dire que la fraude est derrière nous. Donc on a besoin de lutter évidemment collectivement. On stoppe plus en amont les fraudes. Vous savez, on a toujours eu une logique de stopper la fraude a posteriori. Maintenant, l'objectif et notre priorité principale est de stopper la fraude avant qu'elle ait lieu, en tout cas le plus tôt possible. Donc d'avoir des signaux qui soient extrêmement réactifs dans nos systèmes pour pouvoir la stopper. Et voilà, on a une fraude en revanche qui explique aussi la hausse de ces chiffres, qui se professionnalise et qui est beaucoup plus significatif en montant quand on la détecte. J'évoquais les tests antigéniques il y a quelques années, en 2021, au moment du Covid, c'était une centaine de millions d'euros. Les centres de santé, plus d'une centaine de millions d'euros en 2023, et les audioprothèses, plus d'une centaine de millions d'euros en 2024. Donc on voit qu'on a aussi des blockbusters qui sont nouveaux, qui sont liés à la financiarisation du système et à l'apparition de nouveaux acteurs de fraude. Et l'IA qui est un outil puissant pour les fraudeurs. Exactement. Alors l'IA, et d'ailleurs c'est un sujet sur lequel on est en vigilance constante. On voit qu'on a maintenant des fausses prescriptions médicales, des faux arrêts de travail qui sont parfois plus vrais que nature et qui nous obligent à renforcer considérablement nos outils, typiquement de prescription, l'ordonnance électronique, les nouveaux CERFA d'arrêt de travail, donc des dispositifs papier et la numérisation aussi de nos flux. Mais forcément, on sera extrêmement vigilant à tout ce que l'IA pourra permettre de produire. Alors l'IA, c'est un outil pour les fraudeurs, c'est aussi un outil pour nous qu'on expérimente. Alors après avoir parlé des résultats, parlons un peu de stratégie. Quels sont les grands principes de la stratégie de lutte contre la fraude de l'assurance maladie? Peut-être faire un focus prévention. Alors, je fais un focus prévention, effectivement. On a une stratégie assez simple en 4 axes qui passe par l'évaluation de la fraude, parce que c'est important de connaître ses vulnérabilités et surtout de produire des chiffres qui soient concrets dans le débat public. Donc, c'est des chiffres qui sont validés, en tout cas regardés par la Cour des comptes, par le Haut Conseil du financement de la protection sociale, puisque pendant de longues années, on a entendu des chiffres un peu exagérés, ou en tout cas fantasmés, qui pouvaient circuler sur ce qu'était la fraude sociale. Donc pour donner un chiffre très concret, on est entre 2 et 3 milliards d'euros, bien loin parfois des dizaines de milliards d'euros qui étaient évoqués.
ça ne rend pas moins un sujet significatif, mais pour nous, l'évaluation, ça permet d'objectiver le risque et de mieux cibler nos contrôles. Le deuxième axe, c'est un axe de prévention. C'est comment est-ce qu'on se dote d'outils et de moyens qui permettent par le numérique, par les nouvelles technologies, par des nouveaux formulaires papier parfois, d'éviter que la fraude puisse se produire et donc d'intervenir le plus en amont possible. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, une fois qu'une fraude a eu lieu, eh ben, en fait, c'est très compliqué d'aller récupérer les fonds. Alors, c'est compliqué dans des cas comme ceux que j'exposais tout à l'heure, sur des fraudes un peu complexes et financières, où on a des acteurs qui sont parfois proches du grand banditisme, de la criminalité organisée, et donc l'argent part dans des circuits de blanchiment à l'étranger, et donc qui rend les choses plus complexes à trouver. Donc la prévention est évidemment essentielle. On a mis en place pour les professionnels de santé d'ailleurs des outils de détection des fausses ordonnances, ASAFO pour les pharmaciens, l'ordonnance sécurisée, l'ordonnance numérique, des nouveaux CERFA d'arrêt de travail. Et puis on continue du coup dans cette direction et en investissant et en expérimentant dans l'intelligence artificielle pour intégrer des contrôles qui soient plus embarqués dans nos systèmes d'information et la stopper plus tôt. Et les deux derniers axes, mais j'irai rapidement, sont des axes de détection assez classiques, donc là qui reposent sur des moyens humains, sur la coopération qu'on a avec d'autres acteurs, sur des moyens informatiques. Et puis le quatrième axe, qui est évidemment important, c'est l'axe de sanctions. Et donc on a eu un peu plus de 20 000 sanctions qui ont été prononcées en 2025, mais qui est extrêmement important puisqu'il faut que la sanction soit suffisamment forte pour que le retour sur investissement du fraudeur soit négatif. Un fraudeur, il réfléchit comme n'importe quel acteur économique. Il réfléchit en se disant est-ce que je prends plus de risques en fraudant l'assurance maladie que le bénéfice que je vais retirer de cette fraude. Et en l'occurrence, il faut qu'on réussisse à dégrader ce bénéfice qu'ils peuvent en retirer. Alors j'imagine que dans cette lutte contre la fraude, l'assurance maladie coopère avec d'autres acteurs du secteur. Quels sont-ils et de quelle façon ? Alors, la coopération, elle est essentielle. Déjà, la fraude n'est pas la même partout sur le territoire. Donc, nous, la CNAM, en termes de caisse nationale, interagit avec tout son réseau, donc le réseau des caisses primaires d'assurance maladie, donc qui est essentiel et qui est en réalité assez autonome pour identifier des signaux faibles. Quand on a une fraude qui débute à un endroit, il est probable qu'elle puisse se répandre partout sur le territoire, donc il faut qu'on la stoppe le plus vite. Et donc, il y a une vigilance qui s'active. Donc, c'est vraiment déjà essentiel de notre mode de fonctionnement interne. Ensuite, on a des partenariats qu'on a développés très fortement avec d'autres branches de sécurité sociale, mais aussi avec la DGCCRF, donc l'autorité de concurrence, Tracfin, la MICAF, donc d'autres institutions. Et puis surtout avec la gendarmerie, l'Office central de lutte contre le travail illégal, qui permet de poursuivre nos actions et par ailleurs de participer à nos enquêtes, d'enquêter avec nous. Et donc ça, c'est une force de frappe qui est extrêmement puissante, puisque à partir du moment où on a des fraudeurs qui ont changé de visage et on a face à nous des fraudeurs qui sont des fraudeurs beaucoup plus organisés, on a besoin de moyens et de compétences nouvelles. On va pouvoir développer aussi des partenariats avec les organismes complémentaires. Donc ça, c'est une nouveauté que nous permet la loi, notamment la loi fraude qui vient d'être votée, et qui doit nous permettre de mettre en commun nos compétences et notre analyse du secteur et des signaux faibles pour pouvoir intervenir plus tôt et plus fort. Et puis, une nouveauté depuis 2025, c'est qu'on a mis en place des pôles interrégionaux d'enquêteurs judiciaires. Donc là, qui sont des agents chez nous, qui ont des pouvoirs de police judiciaire, qui peuvent intervenir dans l'espace numérique. En fait, ça ressemble un peu à ce qu'on peut percevoir dans les séries, mais qui sont surtout extrêmement efficaces pour interagir avec les parquets, les forces judiciaires, pour nourrir un peu tout cet écosystème et surtout agir plus vite pour sanctionner et stopper plus rapidement possible la fraude. Comment parvenez-vous à empêcher la fraude avant qu'elle ne se produise ? Quels sont les outils, les actions que vous mettez en place pour se prémunir contre la fraude ? Est-ce que le numérique peut apporter des réponses ? Oui, alors tout à fait, c'est vraiment nos principales priorités, c'est qu'il faut qu'on sécurise les outils dont on dispose déjà, donc qu'on développe des contrôles embarqués qui sont des contrôles plus intelligents. Alors là aussi, j'essaye de casser une idée reçue, c'est que souvent on imagine que l'assurance maladie est un peu un payeur aveugle. On gère des flux sans les contrôler, qu'on contrôle après paiement, ce qui n'est pas vrai. Il faut quand même se rendre compte que on rembourse chaque année un peu plus de 250 milliards d'euros, ce qui est absolument énorme. Il y a peu d'équivalent.
Mais surtout, on a un peu plus d'1,5 milliard de flux unitaires de prise en charge annuelle. Donc c'est ce qui fait de nous une des principales plateformes de paiement en Europe. Et surtout, c'est une logique industrielle, mais qui embarque déjà beaucoup de contrôles. Maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des contrôles qui sont capables de mieux prédire, de mieux analyser, donc d'être encore plus fins pour juguler la fraude le plus tôt possible. Ensuite, on cherche à avoir des outils qui permettent de s'adapter sur de la fraude complexe, notamment de la fraude en réseau, puisqu'en fait, à partir du moment où plusieurs acteurs se mettent en commun, enfin conjointement, pour déployer une fraude, elle est beaucoup plus difficile à détecter, puisqu'en fait, elle se noie sous un masque en fait, de normalité. Et donc, c'est là où on a besoin d'analyser beaucoup de données et donc beaucoup de data pour réussir à reconstituer un schéma un peu aberrant, un peu anormal. Donc, on a mis en place ces schémas pour détecter des transports, des transports qui peuvent être suspects, des incompatibilités sur des actes qui sont facturés. Et donc, en fait, tout ça est évidemment essentiel. On expérimente l'intelligence artificielle, je vous l'ai dit, sur différents axes, tout en cherchant à garder la maîtrise, puisqu'on a forcément une dimension et que tout le monde a en tête, hein, vu l'actualité, qui est d'être conscient et de comprendre ce que font les algorithmes, qui parfois peuvent nous dépasser. Et il faut être d'une grande agilité, d'une grande adaptabilité en permanence vis-à-vis des fraudeurs. En permanence, puisqu'à partir du moment où il y a une petite faille qui est repérée, elle va être opportunément utilisée pour créer parfois ce qui peut être une hémorragie financière. Mais cette fraude, j'en parle beaucoup sous un axe financier. La réalité, c'est que la fraude peut aussi avoir un impact sanitaire. Et en fait, on a des fraudes qui sont commises par des personnes avec des faux diplômes et qui font des actes, ou en tout cas qui sont accompagnées par des personnes qui ne sont pas suffisamment diplômées pour réaliser les actes qu'elles sont censées faire. Donc, ce qui peut conduire à des dangers en matière de santé publique. Donc, c'est vraiment ces deux axes qui justifient cette lutte importante. Évidemment fondamentale et prioritaire pour l'assurance maladie. Le vecteur législatif est aussi une nouvelle possibilité? Alors tout à fait, le vecteur législatif, il est important parce qu'il corrige parfois des asymétries dans lesquelles les fraudeurs se sont installés. C'est-à-dire les fraudeurs sont très conscients du fonctionnement du système et profitent aussi de failles législatives pour s'y insérer. Donc en fait, la loi, elle vise à corriger l'existant quand il permet en réalité à des fraudeurs de bénéficier du système, tout en permettant quand même à ce que le système reste lui-même rapide et efficient, en tout cas efficace. Et par ailleurs, à nous doter de nouveaux moyens. J'évoquais tout à l'heure les enquêteurs judiciaires, mais par exemple, là, dans le projet de loi, la loi fraude qui vient d'être votée et qui va passer au Conseil constitutionnel dans les prochaines semaines, on a de nouveaux dispositifs, à la fois en matière de sanctions, de cumul de sanctions, donc qui nous permet d'avoir des sanctions plus fermes, en matière de géolocalisation des transporteurs, par exemple, donc qui vont nous permettre d'être plus efficaces dans l'analyse des facturations, et d'autres dispositifs donc qui nous permettent d'accroître finalement notre arsenal en matière de lutte contre la fraude. Parfait. Pour résumer, pour conclure en quelques mots, si vous aviez 3 recommandations à formuler pour protéger au mieux le système de santé contre la fraude, quelles seraient-elles? Alors, je vais en citer 4. La première, c'est avoir conscience de notre vulnérabilité et les assumer et constamment être en vigilance. Développer la prévention pour que nos outils soient plus efficaces pour stopper la fraude le plus tôt possible et éviter qu'il y ait un impact financier ou sanitaire qui puisse être important. Impliquer tous les acteurs et notamment les assurés. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système et notamment le tiers payant qui permet une prise en charge sans avance de frais dans de nombreuses situations nécessite aussi que les assurés soient vigilants sur les frais qui sont pris en charge en leur nom, puisqu'on voit qu'avec les usurpations d'identité, c'est un vrai sujet. Donc on a besoin que les assurés soient, en tout cas tous les acteurs soient impliqués pour lutter contre la fraude et informer avec transparence sur les règles et sur les risques, et donc communiquer aussi sur ce sujet de lutte contre la fraude. Merci beaucoup Marc Scheller pour ce Merci focus essentiel sur la fraude à l'assurance maladie. Une séquence à retrouver comme toutes les autres sessions sur la page YouTube de l'assurance maladie. Merci de votre attention et à très bientôt depuis Santexpo 2026.